Des centaines de combattants, plusieurs villes frappées en même temps, une garnison militaire percée, des généraux blessés. Ce n'est pas une attaque de plus dans une longue liste. Ce qui s'est passé au Mali le 25 avril 2024, c'est autre chose. C'est un signal. Et ce signal concerne toute l'Afrique. Parce que ce week-end de feu et de sang, comme certains l'ont appelé, a mis à nu 3 réalités que beaucoup refusaient encore de voir. La nature de la menace a changé. Les réponses habituelles ne fonctionnent pas. Et le silence de certains pays en dit plus long que n'importe quel discours. Commençons par ce qui s'est passé concrètement. Le 25 avril 2024, des groupes armés lancent des attaques coordonnées et soigneusement préparées sur plusieurs localités du Mali en même temps. L'objectif est clair, créer une pression simultanée sur tout le dispositif sécuritaire. Parmi les cibles, Kati, une ville garnison, c'est-à-dire une ville dont la fonction principale est d'abriter des militaires. Percer Kati, c'est envoyer un message direct aux forces armées maliennes. Vos bases ne sont plus des sanctuaires. Des officiers sont blessés. Ce n'est pas un bilan anodin. On ne parle pas d'une embuscade sur une route isolée. On parle d'une opération qui a visé le cœur du dispositif militaire malien. Et là, un analyste pose une question qui dérange. Est-ce qu'on est encore dans une guerre asymétrique ? La guerre asymétrique, c'est ce qu'on connaissait. Des petits groupes mobiles, des embuscades, de la guérilla. Mais des centaines de combattants qui percent une garnison ? Non. Ça, c'est de la guerre conventionnelle. Ce basculement change tout. Parce qu'une guerre conventionnelle demande une logistique, une coordination, des ressources, des armes lourdes, des véhicules, de l'argent, beaucoup d'argent. Alors qui paie ? On y reviendra. Mais d'abord, regardons ce qui s'est passé dans les capitales voisines après ces attaques. Parce que les réactions, et surtout les non-réactions, sont aussi révélatrices que les attaques elles-mêmes. L'AES a réagi, le Sénégal a réagi, le Bénin a réagi, la CEDEAO a réagi, l'Union africaine a réagi. Chacun y est allé de son communiqué. Et Abidjan, silence. Pas de communiqué du gouvernement, pas de prise de parole officielle du président Ouattara. Rien. Un silence qui fait beaucoup de bruit, comme le notent les analystes. Parce que ce silence n'est pas neutre, il est stratégique. Et pour le comprendre, il faut remonter à une affaire précise, les 49 soldats. En 2022, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali. Cette affaire avait créé une fracture profonde entre Bamako et Abidjan. Depuis lors, il n'y a pas de relation de confiance entre les deux gouvernements. Une perte totale de confiance, selon les mots d'un analyste politique ivoirien. Donc quand le Mali est frappé, Abidjan calcule. Communiquer, c'est risquer d'être vu comme soutenant un régime avec lequel on est en froid. Ne pas communiquer, c'est risquer d'être vu comme indifférent à la mort de soldats et aux souffrances des populations. Dans ce vide, c'est une autre voix qui s'est exprimée. Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, fondateur du PPACI. Dans un communiqué officiel, il condamne les attaques et propose quelque chose. Sa proposition, la création d'une force africaine souveraine de lutte contre le terrorisme, sous commandement africain, financée par les États africains, dotée de moyens financiers, logistiques et opérationnels adéquats. Qu'on l'aime ou non, sur ce point précis, il dit quelque chose que beaucoup d'analystes partagent. Et les événements des derniers jours donnent à cette proposition un poids particulier. Mais avant d'y revenir, revenons sur cette question laissée ouverte. Qui finance une opération de cette ampleur ? Des centaines de combattants, des véhicules, des armes ? Un analyste donne une piste concrète. L'or est pillé dans le Sahel. Il est vendu à Dubaï. Et en retour, ce sont des pick-up Toyota, des armes, du matériel militaire qui reviennent dans la région. C'est un circuit économique de la guerre. Pas des soldats en savate, comme dit un analyste. Des intérêts financiers et militaires organisés. Ça explique pourquoi ces groupes peuvent se permettre des opérations de cette envergure. Et ça explique aussi pourquoi les solutions militaires classiques peinent à les éradiquer. Parce qu'on ne détruit pas un réseau économique avec des patrouilles. Maintenant, regardons ce que le Mali a fait en réponse. Parce que la réaction de Bamako est, elle aussi, un signal important. Dans les jours qui suivent les attaques, le Conseil national de défense se réunit. Le Premier ministre est présent. Les chefs militaires sont présents. Les responsables sécuritaires sont présents. Ce n'est pas une réunion de routine. Ce qui sort de cette réunion, 16 directives stratégiques. 16, ce chiffre seul dit quelque chose. Ce n'est pas une réaction émotionnelle. C'est une planification structurée. Le détail exact de ces 16 directives n'a pas été rendu public. Mais leur existence révèle une chose. Le Mali ne traite pas ces attaques comme un incident isolé. Il les traite comme une étape dans un processus plus large. Et il réorganise sa réponse en conséquence. Le gouvernement malien souligne aussi le rôle des populations civiles dans le renseignement. Des informations partagées par des civils ont contribué à contenir les attaques.
la sécurité moderne n'est plus seulement militaire, elle est collective. Assimi Goïta, le président de la transition, qui était absent des écrans dans les premiers jours, réapparaît le 28 avril 2024. Il reçoit l'ambassadeur russe. Premier geste symbolique, visible après la crise. Le message est clair, le Mali maintient sa confiance en la Russie. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de plus profond, parce que la question de qui aide le Mali, et comment, est au cœur de tout ce débat. Faisons le bilan honnête des interventions étrangères. La France a passé plus de 10 ans au Sahel. L'opération Serval d'abord, puis Barkhane. Des dizaines de milliards d'euros, des bases militaires, des milliers de soldats. Résultat, après 10 ans, le terrorisme était plus fort qu'à leur arrivée. La France a quitté le Mali en étant chassée, laissant un pays plus déstabilisé qu'elle ne l'avait trouvé. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Des milliards de dollars. Des casques bleus venus de dizaines de pays. Bilan, des dizaines de soldats de l'ONU tués. Incapables de sécuriser durablement un seul village, les forces américaines ont opéré discrètement au Sahel pendant des années. Drones, bases, conseillers militaires. Ils n'ont pas résolu le problème. Africa Corps, anciennement Wagner, n'a pas apporté de solution durable non plus. Le bilan est simple et brutal. Après 15 ans de présence étrangère, des millions de déplacés, des dizaines de milliers de morts. Le terrorisme s'est étendu de 2 ou 3 pays à une dizaine de pays. Les solutions étrangères n'ont pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas été conçues pour fonctionner dans l'intérêt des populations africaines. Leur priorité était ailleurs. La protection des ressources, le maintien de régimes favorables, la gestion de flux migratoires. Maintenant, voilà ce que certains dirigeants africains refusent encore d'admettre. Ils regardent ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger et pensent bien que c'est un problème du Sahel. Un problème lointain, un problème qui ne les concerne pas. C'est une erreur profonde. Les faits le prouvent pays par pays. La Côte d'Ivoire, présentée comme stable et alliée de l'Occident. Des militaires ivoiriens tués dans le nord. Et le 27 avril 2024, la justice ivoirienne a rendu son verdict sur l'attaque terroriste de Kafolo en juin 2020. 14 soldats ivoiriens tués. Le Bénin, des attaques dans le nord. Des dizaines de civils et de soldats tués. Des villages entiers déplacés. Le tourisme dans le parc de la Pendjari, l'un des plus beaux parcs d'Afrique de l'Ouest, quasiment arrêté à cause de l'insécurité. Le Togo qui croyait être à l'abri grâce à sa position géographique, des incursions djihadistes dans le nord, des attaques sur des gendarmeries, des soldats tués. Les frontières n'arrêtent mal pas les terroristes. Ça, le Togo l'a appris à ses dépens. Le Mozambique, à l'autre bout du continent, frappé depuis 2017 par une insurrection djihadiste dans la province de Cabo Delgado. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Le Cameroun, frappé par Boko Haram dans l'extrême nord. Des milliers de morts, des villages brûlés, des femmes et des enfants enlevés. La menace y est permanente. Et le Nigeria, première puissance économique d'Afrique. Boko Haram a tué plus de 40 000 personnes depuis 2011. Des millions de déplacés. Des régions entières sous contrôle djihadiste à certaines périodes. Même le géant économique du continent saigne depuis plus de 15 ans. Ce n'est pas 10 problèmes différents dans 10 pays différents. C'est le même problème, les mêmes réseaux, les mêmes financeurs. Une nébuleuse, organisée qui avance, qui s'adapte, qui cherche de nouveaux territoires, de nouvelles populations à terroriser, de nouvelles ressources à exploiter. Et voilà où ça devient vraiment inquiétant. Les terroristes ne s'arrêtent pas aux frontières. Ils l'ont prouvé en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Quand le Mali sera fragilisé, quand le Burkina sera fragilisé, quand le Niger sera fragilisé, ils auront de nouvelles cibles. Ces nouvelles cibles, ce seront exactement les pays qui pensaient être à l'abri. Il y a une formule attribuée à l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny. Il ne faut pas se réjouir d'être une oasis dans le désert. Cette formule n'a jamais été aussi pertinente. Alors que faire ? C'est là que la proposition de Gbagbo mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Non pas parce que c'est Gbagbo qui l'a fait, mais parce que les faits la soutiennent. Une force africaine souveraine de lutte contre le terrorisme. Commandement africain, financement africain, moyens logistiques et opérationnels fournis par les États africains eux-mêmes. Analysons ce que ça voudrait dire concrètement. L'Union africaine compte 55 membres. Si chaque pays contribue selon ses capacités, les grandes économies comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Éthiopie, le Kenya contribuent davantage. Les petits pays contribuent ce qu'ils peuvent. On pourrait constituer une force de plusieurs dizaines de milliers d'hommes entraînés, une doctrine commune, un commandement unifié, des capacités aériennes, du renseignement partagé, une force qui n'a pas de compte à rendre à Paris, pas à Washington, pas à Bruxelles, une force dont la mission est claire, protéger les populations africaines.
tenir les frontières, éliminer les groupes terroristes, pas protéger des mines françaises, pas maintenir des régimes qui servent des intérêts étrangers. Est-ce que c'est utopique? Non, parce que ça a déjà existé. L'ECOMOG, la force militaire de la CEDEAO, a joué un rôle déterminant pour amener la paix au Libéria et en Sierra Leone dans les années 90 et 2000. Des guerres civiles d'une brutalité inouïe, des massacres de masse, des pays qui s'effondraient littéralement. Et des soldats africains, nigérians, ghanéens, sénégalais, guinéens, ont combattu ensemble. Ils ont pris des pertes, mais ils ont fortement contribué à stabiliser ces pays. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas sans critique, mais ça prouve que le principe d'une force militaire africaine commune peut fonctionner. Alors pourquoi ne pas construire quelque chose de plus grand, de plus permanent, de mieux financé? Les ressources africaines existent. L'or, le pétrole, les diamants, le gaz, ces richesses sont là. Elles financent déjà des guerres. Elles pourraient financer la paix. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et là, on revient au silence d'Abidjan. Parce que ce silence illustre exactement le problème. Des pays qui ont des intérêts divergents, des rancœurs diplomatiques, des calculs politiques internes, et pendant ce temps, la menace avance. Un analyste ivoirien le dit clairement, il faut rétablir la confiance, créer des cadres de discussion, travailler ensemble sur le volet sécuritaire, même si on n'est pas d'accord sur tout. Parce que dans ce qui s'est passé au Mali, il y a clairement des failles de renseignement importantes. Et couvrir une zone aussi immense que le Sahel en termes de surveillance, un seul pays ne peut pas le faire. Mais si tous les pays de la CEDEAO mettent leurs capacités en commun sur ce volet, c'est différent. Il y a aussi une dimension géopolitique qu'on ne peut pas ignorer. L'Algérie est dans le jeu. Quand Africa Corps, anciennement Wagner, s'est retiré de Kidal, ce retrait ne s'est pas fait sans l'aval de l'Algérie dans les négociations. Et le ministre malien des Affaires étrangères a ouvertement accusé Alger d'ingérence dans les affaires internes du Mali à la tribune de l'ONU. La compétition entre Paris, Moscou et maintenant d'autres acteurs se joue sur le dos des populations sahéliennes. Et pendant que les grandes puissances jouent aux échecs, ce sont des civils qui meurent. Revenons aux 16 directives stratégiques de Goïta. On ne connaît pas leur contenu exact, mais leur existence dit quelque chose d'important. Le Mali passe d'une logique de réaction à une logique de stratégie. C'est un changement de posture. Après une attaque de cette ampleur, deux choses sont possibles. Soit le système s'effondre sous la pression, soit il se révèle et se renforce. Ce que le Conseil national de défense a fait, réunir tout le commandement, produire 16 directives structurées, c'est choisir la deuxième option. Les forces de sécurité ont contenu les attaques. Des pertes significatives ont été infligées aux assaillants avant leur retrait. Le gouvernement affirme que la situation reste sous contrôle sur l'ensemble du territoire. Mais personne ne prétend que la menace est éliminée. Et c'est là que se trouve la vraie question. Est-ce qu'on voit un système plus fort ou un système sous pression qui montre ses failles? La réponse honnête, les deux en même temps. Un système peut résister à une attaque et rester vulnérable à la suivante. Derrière chaque discussion stratégique, il y a des réalités humaines, des familles qui ont perdu quelqu'un, des communautés déplacées, des enfants qui grandissent sans jamais avoir connu la paix. C'est pour eux que ces débats existent. Ou du moins, c'est pour eux qu'ils devraient exister. Le Mali souffre aujourd'hui. Demain, ce sera un autre pays. Après-demain, un autre encore. C'est la trajectoire actuelle. Elle ne changera pas tant que chaque pays continuera à traiter la menace comme son problème personnel. La solidarité africaine face au terrorisme, ce n'est pas du sentimentalisme. Ce n'est pas un slogan panafricaniste. C'est de l'intérêt bien compris. La déstabilisation d'un pays voisin, c'est toujours le début de la déstabilisation du suivant. Alors revenons là où on a commencé. Des centaines de combattants, plusieurs villes frappées simultanément, une garnison percée. On pensait que c'était le signe d'une menace qui monte. En réalité, c'est le signe d'une menace qui a déjà muté. Et cette mutation, de la guérilla à la guerre conventionnelle, de l'attaque isolée à l'opération coordonnée multisite, exige une réponse qui mute aussi. Pas 15 autres années de solutions étrangères qui ont prouvé leur inefficacité. Quelque chose de différent. Une force africaine. Un commandement africain, un financement africain. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée dont le temps est venu, parce que les alternatives ont eu leur chance, et le bilan est là pour en juger. Ce qui se passe au Mali n'est pas seulement une crise sécuritaire, c'est un test pour le Mali, un test pour la région, un test pour l'idée même qu'une Afrique souveraine peut se protéger elle-même. La réponse à ce test n'est pas encore écrite.